Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Martial Fraisse, docteur en pharmacie, membre de l'Académie nationale de pharmacie, pour parler de cette grève inédite des pharmaciens. Hier, 9 pharmacies sur 10 ont suivi la grève fermée. Quels étaient les mots d'ordre de cette grève et quelles sont les revendications et les inquiétudes de la profession ? Alors, bonjour à tous, merci de me recevoir. Cette grève a été très suivie, comme vous le dites. Ça a été même presque étonnant. L'Académie est, je dirais, un témoin privilégié de tout ce qui se passe au niveau pharmaceutique. Et 9 sur 10, c'est vraiment important et ça montre bien l'inquiétude des pharmaciens. Alors, nos motivations, principalement, et les motivations des pharmaciens, c'est l'inquiétude qu'ils ont de fournir des médicaments de façon régulière à leurs patients, notamment les patients chroniques, en voyant que toutes les classes médicamenteuses sont touchées. Les antiépileptiques, les antibiotiques, les antidiabétiques, que ce soit oraux ou injectables, on a énormément de classes touchées et qui provoquent des ruptures de parcours de soins. Actuellement, même nos confrères hospitaliers ont du mal à trouver de la rifampicine, et nous également, pour soigner les cas de tuberculose. Donc, mais d'où ça vient cette pénurie de médicaments ? C'est pas nouveau. On a déjà eu des alertes cet hiver et auparavant. Comment on en arrive là, à ce degré d'effondrement du système de santé ? Alors, pour vous remettre dans le contexte, en 2010, on avait 40 lignes de pénurie, donc 40 lignes de médicaments, 40 sortes de médicaments qui manquaient. En 2018, 320, 350, et là, on a passé les 4200 lignes. C'est-à-dire qu'on est sur près de 20-25% du répertoire national. Un quart de médicaments qui vient manquer. Oui, qui manquent régulièrement, et avec, je dirais, une angoisse des malades, une angoisse même des pharmaciens qui sont là pour leur fournir les médicaments dont ils ont besoin. Alors comment on arrive à ça ? Principalement par l'éloignement des chaînes de production, c'est-à-dire que quand vous avez des molécules qui sont fabriquées en Chine ou en Inde, qui sont nos molécules primaires, ce qu'on appelle les API, ensuite le façonnage peut se faire en Europe, voire en France, le moindre grain de sable dans la chaîne, c'est-à-dire ça peut être un cargo qui bloque Suez, ça peut être une grève dans une usine, un incendie, ça peut être toutes sortes de choses, fait que le médicament peut tomber en rupture. Et il y a un autre phénomène qui est arrivé, c'est l'inflation. C'est-à-dire que pour l'économie, on voit que la France va être notée ce soir par Standard & Poor's. Oui. Pour pouvoir avoir une économie saine au niveau des dépenses de santé, le médicament a toujours été une variable d'ajustement. Donc on a toujours diminué le prix du médicament et on a continué à le diminuer alors qu'on a une inflation qui s'est installée depuis plus de 3 ans. Donc à partir de ce moment-là, l'inflation étant là et une diminution des prix, on est dans un monde compétitif, même au niveau européen. Si vous voyez la différence entre, par exemple, si on prend l'amoxicilline qui a été en rupture pendant longtemps, 30 gélules d'amoxicilline en Belgique, c'est autour de 18 €. 30 gélules d'amoxicilline en France, on est environ à 4-5 €. Donc, quand on est sur des écarts aussi importants, il est évident que les exportateurs, les importateurs et les laboratoires vont favoriser le plus offrant. Un autre paramètre dans la rupture, c'est que avant, si on avait une production qui était de 100, la demande mondiale, elle était à peu près de 95-98, si bien que les pays qui achetaient pas cher, la France comme la Grèce, trouvaient encore à se fournir. Mais les pays émergents commencent à consommer eux-mêmes. La production, elle a augmenté, mais elle est toujours de 100, et la demande est de 110. Et à partir de ce moment-là, les pays qui essaient d'acheter le moins cher pour avoir des finances, on pourrait dire, de santé vertueuses, eh bien, ne peuvent plus se fournir. Mais là, on voit bien qu'il y a un jeu de l'offre et de la demande où les labos essayent de faire monter les prix. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion qui pourrait avoir lieu sur la réindustrialisation, mais aussi sur une filière étatique du médicament ? Puisque la santé, c'est quand même important et on est censé... Cette réflexion, elle existe depuis des années. Ouais. En 2018, on pouvait citer déjà l'entreprise américaine qui est une association Civica. Alors tout le monde dit Civica, mais c'est de la folie, mais Civica, c'est une association à but non lucratif. On pourrait dire dans la bouche des Américains, c'est un gros mot. Et maintenant, ils l'ont fait. Actuellement, Civica fournit plus de 50 millions d'Américains avec des médicaments peu chers. Et le Congrès américain a limité à 50% la fourniture du marché américain, en sachant que les acteurs qui ont créé Civica, c'est l'armée américaine. Nous avons des chaînes de production aussi en France. Il y a des chaînes de production d'armée en Allemagne, pareil, militaire, Espagne, Italie. Et
recréer un noyau dur, comme ça a été fait aux États-Unis pour avoir un consortium pharmaceutique, ce serait possible. Mais ce n'est qu'une partie du problème. C'est-à-dire que l'AP-HP, la Sciences publiques des hôpitaux de Paris, est capable de fabriquer, mais il faudrait vraiment coordonner tout cela pour avoir une capacité d'un public de production pour faire le lien, et également revoir au niveau européen, parce que la France n'est pas suffisante à elle toute seule, pour pouvoir organiser le marché du médicament. Donc il faut que les Européens se mettent ensemble pour pouvoir être, suffisamment puissants par rapport aux acteurs producteurs, aux laboratoires, pour déterminer une politique commune. Seulement le problème, on n'a pas de politique commune. C'est pas ça, justement, on nous vend l'Europe à longueur de plateau en disant on est plus fort ensemble, on a l'impression qu'en réalité non, rien ne se fait. Mais on n'a pas tous les mêmes problèmes. Vous avez une Europe vertueuse au nord, une Europe un peu plus dépensière, et la France en fait partie avec un déficit qui est critique. Et à partir de ce moment-là, nous n'avons pas les mêmes soucis. La Suède a décidé, elle, de payer très cher les médicaments pour avoir très peu de ruptures. On arrive à avoir des écarts de prix, notamment pour un produit de chimiothérapie, de 1 à 37. Si c'est 1 en France, c'est 37 en Suède, au niveau prix d'achat. Donc on voit bien que cet écart n'est pas jouable et que sans avoir une bonne coordination entre les différents pays européens, nous n'y arriverons pas. Que ce soit pour les médicaments dits matures, c'est-à-dire tous les médicaments qu'on a en générique dans les pharmacies, qui sont très bon marché, mais maintenant qui sont tellement bon marché en France qu'ils auraient tendance à éviter le marché français. Que ce soit aussi, et ça c'est la Cour des comptes qui l'a dit cette semaine, d'avoir une surveillance un peu plus attentive sur le prix de remboursement et le remboursement des traitements de chimiothérapie, qui représentent quand même 6 milliards d'euros. Donc le marché du médicament en France, c'est un tout. Et le résultat, c'est qu'actuellement, on a des manques et que les patients en souffrent. Les pharmaciens en souffrent pour leurs patients parce que pour un pharmacien, il n'y a rien de pire que de dire « je n'ai pas ». Et donc notre grève était, je dirais, motivée par cela, mais aussi également par le fait qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'inflation dans les honoraires des pharmaciens. Et que plane aussi une sorte de miroir aux alouettes qui ferait croire aux institutionnels ou aux politiques que la dérégulation et la vente sur Internet de médicaments pourraient pallier à la rareté du produit. Et là, il faudrait faire très attention, parce que quand on parle de dérégulation ou voire de financiarisation, ça veut dire que ce sont souvent des acteurs financiers extérieurs au pays qui rentreraient, tout simplement parce que l'État français et notre système d'assurance maladie est quelqu'un de solvable, et pourrait permettre à des éléments extérieurs de s'enrichir finalement sur le travail des travailleurs français. Ouais, mais il y a quand même, c'est extrêmement inquiétant, cette image du système de santé français. On voit l'état de l'hôpital public, les urgences qui alertent, urgences fermées, etc. Maintenant, les pharmaciens qui alertent aussi sur la rupture des médicaments. Est-ce que vous avez eu des échos ou un dialogue avec le ministère de la Santé sur ce qui pourrait être fait dans l'immédiat pour les patients? Alors, on parle de coordination. La directrice de la NSM a quitté son poste et un des 2 griefs qui lui était reproché, c'était le manque de coordination qu'il y a eu entre les pharmaciens et les laboratoires. Mais pour la NSM, il faut bien se rendre compte que c'est quasiment impossible d'avoir une coordination facile, c'est-à-dire qu'on remplit énormément de papiers, on fait beaucoup d'administratifs à partir du moment où on n'a pas de médicaments disponibles. Vous pouvez regarder à la loupe le vide, c'est toujours du vide. Vous photographiez l'état des ruptures, mais j'ai toujours dit, la photo d'un pont en ruine n'a jamais fait traverser la rivière. Donc actuellement, on devrait surtout, se focaliser sur les chaînes de production qui sont proches de la fermeture en France, parce qu'il y a un manque d'accompagnement, je dirais, de l'État pour les aider à se moderniser, les aider à se mettre à niveau. Et il faudrait surtout pas perdre ce qui reste. Il faut absolument préserver nos chaînes, parce que si les chaînes ne deviennent plus rentables, puisque pour fabriquer, il faut de l'énergie. Donc l'énergie, on en a besoin. L'énergie la moins chère, c'est ce qui fait une industrie. Et il faut absolument les aider à se mettre au niveau de leur fonctionnement et éviter les fermetures.
il faudrait tout répertorier, voir ce qui ne va pas, et que les services de l'État accompagnent. Sur cet état des lieux, il est fait, non ? Les services de l'État fonctionnent très bien, ils contrôlent, mais là, il faudrait accompagner les entreprises pour éviter, on pourrait dire, la rupture de fabrication. Dire à un moment, oui, là, ça ne va pas, mais il faut absolument tout de suite mettre en route toutes les œuvres possibles, ou toutes les aides possibles, pour que les chaînes de fabrication ne s'arrêtent pas. Et aujourd'hui, quels sont les principaux médicaments, enfin, où là il y a un danger vital si ces chaînes sont en rupture comme c'est le cas actuellement? Les antibiotiques, principalement, mais alors les façonniers qui fabriquent des produits injectables, parce que la chaîne des produits stériles injectables est excessivement fragile et sur des normes, et ça, faut rassurer les Français. Si on a des problèmes, souvent c'est pour des lots qui sont refusés également, tout simplement parce que le contrôle est très strict. Donc nous avons des médicaments de qualité. Si on veut garder ces médicaments de qualité, surtout garder des médicaments disponibles, il faut vraiment que la mise en œuvre des actions soit dans le même sens. La FDA aux États-Unis est devenue accompagnatrice. C'est l'autorité qui autorise les médicaments. L'agence du médicament américaine. Elle aide énormément les industriels pour être à niveau. Et le fameux Civica, c'est quoi? C'est 2500 hôpitaux, des grosses usines de production, et il y a un accompagnement pour aider à produire. Il faut que les Français se rendent compte, et nos institutionnels, que produire du médicament, c'est produire de la richesse. C'est vendre pour des pays qui n'arrivent pas à le produire également. Alors, il ne s'agit pas de dire « Ah oui, mais ils vont s'en mettre plein les poches ». Mais non, le médicament, c'est un bien commun. Oui. Et il faut raisonner au niveau européen. L'Agence européenne du médicament existe pour essayer de mutualiser les efforts pour pouvoir, et les dossiers, pour pouvoir continuer à travailler. Et donc actuellement, qu'est-ce qu'on verrait? Plutôt, on verrait des chaînes qui quittent la France parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre à niveau, qui vont en Pologne, qui vont en Tchéquie, qui vont en Slovaquie. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont un accompagnement direct pour pouvoir continuer à produire, et que ces pays sont en train de se spécialiser dans la fabrication de médicaments. L'Italie nous a remplacés d'ailleurs. C'est un choix stratégique en fait, de dire que finalement la France laisse tomber la filière médicaments, et tous ces discours sur la réindustrialisation, sur la capacité aussi de souveraineté sont en fait du vide. Non, c'est pas du vide, parce que je pense qu'on est en train de louper une étape. C'est-à-dire qu'on passe tout de suite à l'étape d'après. C'est-à-dire qu'on a le plateau de Saclay avec des ingénieurs brillants. Et on a des techniques de fabrication de molécules qui vont nécessiter moins d'énergie, qui seront plus durables, avec des centrifugeuses, avec toutes sortes de moyens qui vont permettre de faire de la chimie plus propre. Mais la difficulté, c'est que c'est pas pour demain. Le temps qu'on installe là, ça, il faut faire le reste. C'est-à-dire qu'on fait énormément d'efforts sur la grande innovation, mais pas assez sur le maintien de ce qui existe. Et il faut bien raisonner sur le fait, par exemple, quand un patient traverse la frontière allemande pour aller chercher son médicament qui manque en France et qui va en Allemagne, en Belgique ou en Italie, l'assurance maladie le rembourse sur le prix qu'il a payé en Italie, en Allemagne ou en Belgique, c'est-à-dire beaucoup plus cher. Donc, il y a un juste milieu pour les choses, mais il faut avoir une coordination. L'Académie nationale de pharmacie, depuis des années, elle conseille ou elle préconise la mise en place d'une sorte de coordonnateur auprès du Premier ministre, pour que tous les ministères aient un seul interlocuteur par rapport aux médicaments. Parce qu'actuellement, quand vous êtes divisé entre le ministère des Finances qui fixe les prix, l'Agence du médicament, le ministère de la Santé, la Haute Autorité de Santé, qui est une autre agence qui a son intérêt, mais que tout le monde ne se parle pas, et la Cour des comptes qui arrive après pour dire « Ah non, il fallait faire attention ». Donc, on a des compétences, mais on manque d'efficacité. Alors c'est peut-être même, je dirais, d'agilité. Parce que quand on a autant de compétences, autant de gens bien formés, on devrait pouvoir faire quelque chose d'important. La France a toujours été un acteur majeur de la pharmacie. Et là, on est en train de disparaître, on est remplacé par nos voisins italiens. Mais moi, je refuse cet état de fait. Nous refusons à l'Académie. Nous avons encore des formations de qualité. Je dirais même qu'il faudrait même augmenter le numerus clausus, parce que j'ai toujours dit, ça se trouve j'ai un étudiant peut-être qui sera digne d'un prix Nobel. Mais pour celui-là, il fallait l'avoir. Et donc, ce n'est pas un risque de former. C'est un coût, c'est vrai, mais former plus de pharmaciens
comme plus de médecins, plus de sages-femmes et ainsi de suite. C'est créer un réseau solide pour prendre en charge les patients. Autre sujet, c'est justement la désertification médicale. Est-ce que les pharmacies sont soumises aussi à cette loi de la fermeture et finalement des citoyens français se retrouvent très loin de l'accès aux soins, y compris d'une pharmacie? Ce n'est pas encore le cas, mais ça va le devenir. C'est-à-dire que si on regarde l'âge moyen des pharmaciens en France, beaucoup de pharmacies où le pharmacien est seul avec sa préparatrice, son préparateur, un adjoint ou une adjointe à mi-temps ou à temps plein, dans le meilleur des cas, ça veut dire qu'il va être ouvert 52 heures par semaine, va effectuer des gardes de nuit, de jour, et cette perspective pour des jeunes n'est pas toujours engageante. Donc c'est pour cela qu'il vaudrait, je dirais, avoir, comme c'était le cas avant, suffisamment de pharmaciens pour pouvoir occuper ces postes et être à proximité de la population. La crise de la Covid a montré à quel point la proximité était importante. C'est-à-dire que s'il y a un réseau qui a bien tenu le choc, c'était les pharmaciens. Et quand on voit, par exemple, la téléconsultation par les médecins, notamment sur les angines, quand le médecin prescrit un TROD angine, il se présente dans une pharmacie de briques et de mortier, comme on le dit, pour pouvoir faire le test et avoir la délivrance de l'antibiotique. Donc la présence des pharmacies au cœur des territoires est vraiment importante. Ouais. Et ça, justement, ça a été une des motivations de la grève, parce que on a peur que beaucoup de pharmacies ferment parce qu'ils ne trouvent pas de repreneurs. On l'a vu en Bretagne, on l'a vu dans des reportages. Écoutez, il y a quand même des pharmaciens qui sont formés. Il faudra en former plus pour pouvoir reprendre ces pharmacies et avoir un exercice qui soit suffisamment, je dirais, de qualité. En Belgique, l'année dernière, les honoraires des pharmaciens ont été revalorisés de 8%. Cette année, de 6%. Les honoraires, depuis 2017, en France, ils n'ont pas été revalorisés. Donc, vous voyez, tout ce décalage entre le discours ambiant, l'inflation qui s'est installée et les moyens que l'on peut donner aux équipes, parce que nous suivons les équipes. Les équipes ont besoin d'une reconnaissance. Et la réalité des choses fait que les pharmaciens sont très inquiets. Merci beaucoup, Martial Fraisse, docteur en pharmacie, membre de l'Académie nationale de pharmacie, d'avoir expliqué cette crise du médicament et de la pharmacie en France. Merci à vous. Merci à vous. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors hier, il y avait encore un débat avec toutes les têtes de liste aux européennes où on a discuté un peu de choses et d'autres. Et pour une fois, on a parlé du pouvoir d'achat des Français avec un moment assez lunaire. Vous allez voir où Valérie Hayé, tête de liste de Renaissance, a eu un moment un peu Marie-Antoinette. Vous savez, ils n'ont pas de pain alors qu'ils mangent de la brioche. Là, c'était sur une question sur la voiture. On écoute ce que disait la candidate. J'ai vu que Fabienne, elle avait une voiture. Et dans le reportage, il était dit que sa préoccupation, c'était de payer le contrôle technique. Je ne sais pas si Fabienne, probablement, a une voiture thermique. Eh bien, une mesure de pouvoir d'achat aussi, c'est d'aller vers la voiture électrique abordable pour les Français. Voilà. Alors, effectivement, Fabienne, enfin, vous pouvez pas payer le contrôle technique, achetez une voiture électrique. On avait eu, je crois que c'était Bruno Le Maire qui parlait aussi à un Français qui avait du mal à se chauffer, qui ne pouvait pas payer la facture d'électricité. Et le conseil était tout simplement de refaire l'isolation du logement. Alors, Fabienne, c'est pareil, s'il y a un problème de toiture, une tuile endommagée ou quelque chose, changez la toiture, mettez des panneaux solaires, par exemple. Si Fabienne a du mal à payer le loyer, plutôt qu'elle soit locataire, elle n'a qu'à devenir propriétaire. Et puis, si Fabienne a du mal à nourrir ses enfants, eh bien elle peut aller dans la forêt et essayer d'abandonner ses enfants comme les contes et les légendes l'ont parfois montré par le passé. C'est assez incroyable quand même cette déconnexion des candidats sur le quotidien des Français qui ont affaire à l'inflation, qui ont affaire aussi aux difficultés de ce quotidien. Le contrôle technique, oui, ça peut être difficile. On voit les zones à faible émission qui se sont multipliées, qui sont autant de punitions pour les propriétaires de voitures anciennes. Et voilà, la seule réponse, c'est simplement d'acheter une voiture hors de prix, voiture électrique, bien sûr. Alors évidemment, on va essayer de sauver la planète avec Fabienne. Faites un effort quand même, mais j'aimerais à un moment que certains se rendent compte du fossé grandissant entre ceux qui ont fait de la politique plus qu'une occupation, un métier, et ceux qui, englués dans le réel, ont bien du mal à payer ne serait-ce que le contrôle technique. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité.
Et notre invité, c'est Pierre Lelouch, ancien ministre, député, spécialiste de géopolitique et de questions internationales, qui va revenir avec nous sur cette crise ukrainienne, guerre en Ukraine, qui pourrait déboucher sur une troisième guerre mondiale si on voit cette escalade se poursuivre. Hier, c'était Emmanuel Macron qui disait qu'il était pour l'emploi des armes de l'OTAN par l'Ukraine sur le territoire russe. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui embraye le pas. Le président Zelensky est en Suède pour essayer d'emmener davantage des alliés de l'OTAN vers cette escalade. Et Joe Biden, on apprend, président américain, qui lui aussi finalement revient sur ses positions et dit que compte tenu de l'offensive sur Kharkiv, eh bien Kiev pourrait utiliser les armes américaines également sur le territoire russe. Alors où en est-on aujourd'hui de cette crise ukrainienne et pour vous, quels sont les dangers immédiats ? Tous ces dirigeants me font penser au livre de Christopher Caldwell sur le début de la Première Guerre mondiale. Vous savez, le livre formidable qui s'appelle Les Somnambules. Ma tribune dans le Figaro d'hier, je l'avais intitulée « Comment trébucher dans la guerre ». Le Figaro a mis un titre plus accrocheur, mais c'est bien de ça dont il s'agit. C'est le titre aussi de mon livre à l'automne qui va s'appeler L'engrenage. C'est que on rentre dans un processus qu'on aurait pu éviter depuis longtemps, mais bon, on y est, et la dynamique fait que plus ça va, plus ça devient dangereux. Alors je rappelle quand même de quoi il s'agit. Depuis 1945 et l'invention de la bombe atomique, il y a eu, avant l'Ukraine, un seul cas de confrontation directe entre les Américains et les Russes. C'était lors de la crise des fusées de Cuba. Les Russes avaient déployé des missiles à moyenne portée à Cuba, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de missiles intercontinentaux, donc ils avaient déposé à Cuba, et Kennedy avait organisé un blocus. Il y a eu un blocus naval à une période très tendue, où le monde avait tremblé pendant une douzaine de jours, à cause du risque d'affrontement direct entre les deux grands. Là, ça fait 2 ans et demi, que 4 puissances nucléaires se font face à face autour de l'Ukraine. Les États-Unis, l'Angleterre et la France d'un côté, la Russie de l'autre, autour de ce pays tampon qui s'appelle l'Ukraine, et dont le sujet, c'est au fond le statut neutre, pas neutre, à l'ouest ou à l'est. C'est ça l'histoire de l'Ukraine depuis son indépendance il y a 30 ans. Et c'est ça que je raconte dans mon livre. Toutes les occasions ratées d'organiser pacifiquement le statut de l'Ukraine à l'intérieur d'un système de sécurité en Europe. Mais c'était le sujet des accords de Minsk. Ça aurait dû être Minsk, c'était le fameux format Normandie, sous Macron-Merkel qui a raté. Enfin, on a raté plein d'occasions. Et du coup, tout ça a basculé dans la guerre, à cause de Poutine, bien sûr, mais aussi pas mal, c'est ce que je dis dans mon livre, à cause des erreurs que nous avons commises, de ne pas avoir entendu ce que disait l'autre côté, et puis surtout de ne pas être préparé au pire, c'est-à-dire à la situation de guerre. Bon, alors, depuis 2 ans et demi, 2 règles ont émergé pour éviter justement une conflagration générale, type 1914. Et ces 2 règles, c'était la première explicite de Biden dès le début, dès février 2022, ne pas mettre de soldats américains ou de l'OTAN en Ukraine. No boots on the ground. Pas de soldats. C'était la ligne rouge évidente. Cette ligne rouge a commencé à être entamée par le président Macron le 26 février dernier, quand il a commencé à dire, mais en fond, pour reprendre l'ambiguïté stratégique, il faut mettre, pourquoi pas, des soldats en aide à l'Ukraine. Bien. Et il n'a cessé de répéter cela depuis 3 mois, recueillant depuis d'ailleurs le soutien des Baltes ou des Polonais qui sont les plus exposés. Les Américains sont toujours sur une ligne, pas de soldats en Ukraine. Puis il y avait une deuxième limite qui consistait à livrer un maximum d'aide militaire à l'Ukraine, mais à condition de confiner la guerre géographiquement sur le territoire ukrainien. Au fond, il y avait une sorte de deal implicite. Les Russes n'interrompaient pas le flot d'armes occidentales vers l'Ukraine, et il y en a eu beaucoup, quelque chose comme 200 milliards d'aide militaire depuis 2 ans et demi, c'est sans précédent, une quantité d'armement considérable. Mais de l'autre côté, ces armes, elles ne tapaient pas le territoire russe. C'était ça la contrepartie de cette règle implicite. Or,
Il se trouve que depuis l'échec, il y a 1 an, de l'offensive ukrainienne, la fameuse de juin 2023, sur laquelle tout le monde comptait pour mettre fin militairement au conflit, repousser les forces russes hors des territoires occupés, depuis, l'initiative, en fait, est en train de passer côté russe, l'armée ukrainienne est en grande difficulté, et naturellement, Zelensky, il est dans son rôle en essayant d'aller vers l'escalade et vers l'internationalisation de la guerre. Le problème, c'est que, là encore, les Occidentaux, après avoir hésité, commencent à dire, à Kharkiv, il y a un risque que la ville tombe, et pour ça, il faut pouvoir taper en profondeur. La profondeur, c'est un territoire russe. Oui, sur les bases de lancement des missiles russes, voilà. Les soldats russes, il y a déjà des drones qui ont attaqué des radars sur le sol. Non, si vous voulez, dans ma deuxième règle implicite, on ne l'a jamais appliquée aux Ukrainiens. Les Ukrainiens avaient tout à fait le droit, avec leurs propres armes, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, avec succès, en mer Noire, sur les raffineries russes, et même sur Moscou. Il y a la question aussi de troupes au sol. Certes, elle est soulevée par Emmanuel Macron, mais il y a déjà sans doute des opérateurs ou des troupes spéciales de l'OTAN qui épaulent les armées ukrainiennes. On avait déjà eu en demi-teinte l'aveu du fait qu'il y avait il y a sûrement des agents. Le New York Times a parlé de 14 réseaux, de 14 agences CIA le long de la frontière. Il y a sûrement des espions en tout genre. Après, entre des techniciens et puis une présence militaire forte, c'est une autre histoire. Ensuite se posera une autre question qui est les techniciens qui font marcher les missiles à longue portée. Voilà. Donc on est dans une zone qui est pas claire et qui est potentiellement dangereuse. Voilà. Après, j'espère que les dirigeants qui nous gouvernent ne sont pas comme les somnambules de 1914 et que tout ça va pas dégénérer. Parce que il y a la cérémonie du débarquement qui est prévue le 6 juin. Emmanuel Macron a décidé de ne pas inviter la Russie. En revanche, le président ukrainien Zelensky sera là, Joe Biden également. Et Emmanuel Macron prévoit de faire des annonces. Et on a vu un pas de deux entre la France et l'Ukraine sur déjà l'accueil de formateurs auprès de l'armée ukrainienne, démenti par le ministère de la Défense français. Mais là, si déjà dans la presse on entend parler de ces annonces, c'est qu'elles risquent d'être assez cruciales, non, pour la suite des opérations? Oui, j'ai l'impression que, compte tenu de la réticence américaine, les Américains campent sur une ligne, on ne veut pas faire de troisième guerre mondiale en Ukraine, ils ont d'autres soucis, leur souci principal c'est la Chine, donc ils n'ont pas du tout l'intention de s'engager dans une guerre en Ukraine, ni même d'ailleurs de prendre l'Ukraine à l'intérieur de l'OTAN, sinon ça se saurait. Oui, ça a été annoncé d'ailleurs en disant que des négociations pour parler sont pour plus tard, bien plus tard. Oui, on a vu à Vilnius l'été dernier, c'était l'occasion de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, les Américains ont dit non, tant que la guerre continue, pas question, etc. Donc c'est une des questions majeures d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe après la guerre? C'est ce sur quoi j'ai travaillé dans mon livre, c'est ça qui est très très important. Mais d'ici là, moi, j'ai un regret. C'est que cet anniversaire très important, 1944-2024, il aurait pu être l'occasion d'essayer de relancer le mot tabou que personne ne veut prononcer, qui est le mot négociation. Il y a bien un moment où cette guerre va s'arrêter. Soit elle s'arrêtera sur la capitulation de l'un ou l'autre, soit par un accord, un armistice, un cessez-le-feu. Et quelque chose qui fera qu'on peut ensuite espérer reconstruire et refabriquer un système de sécurité en Europe. Mais ce mot, personne ne va entendre parler. Or, l'occasion, elle était là en réalité. Mais il y a quand même les Chinois qui essayent de pousser vers une issue diplomatique. On a l'impression que... Non, les Chinois ne s'en mêlent pas. Le président de la République a tout fait pour faire de Xi Jinping l'arbitre de paix. Ils ne veulent pas s'en mêler. C'est leur intérêt chinois de laisser leur allié vassal, la Russie, s'embourber dans la guerre, et les Occidentaux aussi. Pour les Chinois, c'est bon dans tous les cas de figure, et plus ça dure, mieux c'est pour eux. Qui aujourd'hui promeut une solution de négociation? Mais personne n'ose le faire, sauf votre serviteur et quelques autres aux États-Unis qui immédiatement prennent une baffe sur la tête. Le pape a essayé, lui-même a pris une baffe sur la tête. Personne ne veut parler de négociation. Mais la mantra côté occidental consiste à dire et à répéter que seuls les Ukrainiens peuvent décider du moment où ils feront cette négociation. Donc c'est comme si et c'est très...
quelque chose qui m'a profondément étonné dès le début de ce discours, c'est que on donne la carte de crédit et un droit de tirage sur l'aide économique et militaire à très grande ampleur pour les Ukrainiens dans nos budgets, n'est-ce pas ? Ouais. Et en même temps, on s'interdit de dire, bon, il y a un moment où il faut que ça s'arrête et il faut surtout que les intérêts... voilà. Très bien. On va reprendre l'entretien dans un instant et voir justement sur ces solutions que vous allez évoquer dans votre livre et surtout sur le risque d'engrenage actuel. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. France.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on reprend avec notre invité Pierre Lelouch, ancien ministre spécialiste de questions géopolitiques, sur cette crise ukrainienne qui va vers l'engrenage. On en parlait à l'instant. Aujourd'hui, on voit que l'Ukraine cherche, enfin, ou du moins le président Zelensky cherche à emmener les alliés vers davantage de guerre, davantage d'implications. Est-ce qu'il n'y a pas un problème tout simplement démographique aussi de voir une armée ukrainienne exsangue qui a bien du mal face à la Russie qui recrute et envoie massivement des combattants? Il y a un problème démographique à la base, qui est que vous avez plus de 140 millions d'habitants en Russie, et qu'en Ukraine, la population, elle est tombée à moins de 40 millions. Ouais. Pendant les années d'indépendance, le pays était tellement mal géré que vous avez eu presque 8 à 9 millions d'Ukrainiens qui sont partis. Et depuis la guerre, 8 autres millions. Donc le nombre d'Ukrainiens actuellement en Ukraine, ça tourne autour de 36, peut-être au maximum 40 millions, avec un trou démographique pour les 18-25 ans. Ce qui fait que Zelensky a beaucoup hésité, d'ailleurs, il l'a toujours pas fait, à baisser l'âge de la conscription et vous avez... Il l'a baissé de 27 à 25 ans. Voilà, 25 ans, c'est l'âge de la mobilisation. Vous imaginez que les gens sont sur le front depuis 2 ans, ils n'ont jamais eu de retour chez eux. De pause, ouais. Et la moyenne d'âge, maintenant, c'est 43 ans. Ouais. D'un autre côté, vous avez, à l'extérieur de l'Ukraine, d'après les chiffres d'Eurostat, donc européens, 600 000 hommes en âge de combattre ukrainiens qui évitent de rentrer en Ukraine. Mais il y a eu des lois qui ont été votées récemment justement pour les forcer à rentrer, où les consulats ukrainiens ne délivreraient plus de passeport, etc., pour pousser au retour de potentiels Disons combattants. que le climat a changé. Au début, il y avait un enthousiasme pour prendre les armes et défendre le pays. Depuis, vu le nombre, le massacre, c'est une guerre extrêmement meurtrière, qui est équivalente à celle de 14-18 en termes de tranchées, mais pire encore, puisque bon, il y avait des dirigeables, aujourd'hui vous avez des drones, donc les gens sont littéralement massacrés. Il y a au moins 1,5 million de victimes, d'ores et déjà des deux côtés. Et là, de combattants, on parle pas de civils. Là, on parle que des combattants. Ouais. Donc c'est extrêmement coûteux, c'est dramatique pour ce malheureux pays qu'est l'Ukraine. C'est pas bon non plus pour la Russie. Moi, je vous dis, je suis profondément triste de voir que cette situation ait pu dégénérer à ce point par d'une part l'aveuglement de Poutine d'un côté, puis de l'autre côté notre surdité. Quand il disait des choses, deux choses l'une. Quand quelqu'un vous dit non, je ne souhaite pas que, soit on lui dit non et on se prépare à la guerre, soit on écoute ce qu'il dit. Mais on a fait, comme souvent avec les démocraties, c'est du ni-ni. Ni on a écouté, ni on s'est préparé. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation où il y a une guerre sur le continent européen avec un possible risque d'escalade si quelqu'un fait une bêtise, et Nicolas Sarkozy a dit on est sur un bord d'un volcan, et il a raison. Ouais. C'est une situation qui est périlleuse. Nous ne sommes pas prêts. Nous avons un discours très martial sur le thème je vais envoyer des forces, on va tirer sur les Russes quand c'est nécessaire, etc. Mais de l'autre côté, je ne vois pas de préparation du pays, de nos forces armées à un conflit de cette taille. Il y a eu des opérations de l'OTAN. Écoutez, ça fait 30 ans qu'on est en désarmement budgétaire unilatéral. L'Occident a totalement baissé les bras, notamment les Européens. Oui, parce que les Américains ont quand même un énorme budget de défense. Oui, parce que ça s'intéresse aussi au Pacifique, au Moyen-Orient. Nous, on a, comme disait Fabius à l'époque, en 92, on a engrangé les dividendes de la paix. Et on a engrangé des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qu'on n'a pas dépensés pour la défense et qu'on a mis dans les régimes sociaux et autres
tout ça est bel et bon, mais on se retrouve à l'arrivée, nous les Français, les Anglais et les Allemands, avec 200 chars de combat chacun, 200 avions au maximum, quelques frégates, et c'est tout. Donc, quand on dit qu'on va s'impliquer dans un conflit où il y a 1 million d'hommes sur un front d'1 millier de kilomètres, on est dans un autre monde. C'est délirant, non, d'une certaine façon. Mais il y a un vrai problème démocratique, si vous voulez. Moi, j'entends ce que dit le président. Il dit, c'est vrai que Poutine est un problème. Moi, je suis pas du tout ni poutinien. Je connais le système, je le connais lui. Je sais ce qu'il m'a dit à moi en 2003 sur l'Ukraine. Jamais je ne laisserai l'Ukraine passer à l'Ouest. Bon, à partir de là, soit on se prépare à stopper les Russes, soit on trouve un deal sur la neutralité de l'Ukraine. Ouais. On n'a fait ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, on en est à suivre les Américains, est-ce qu'ils vont tirer, pas tirer, etc. Tout ça n'est pas glorieux et c'est dangereux. Donc, à minima, ce que je souhaiterais, c'est que la démocratie soit appliquée. Vous savez qu'aujourd'hui, je crois que les Français ne le savent même pas, la décision d'emploi des forces, c'est l'article 35 de la Constitution. C'est-à-dire que le président seul peut décider de l'emploi des forces et revenir au Parlement pour une information 3 ou 4 jours plus tard, pour une déclaration sans vote. Alors, ça allait très bien quand on faisait des interventions à minima. Enfin, Barkhane, c'était important, mais à minima en Afrique. On prévenait, et puis on venait 3 mois après. Mais quand il s'agit d'un conflit de très haute intensité en Europe, ça mériterait au minimum un débat de fond avec les formations politiques, de préparer le pays. Si on rentre dans ce monde-là, alors il faut se préparer. Moi, ce que je crois, c'est que cette guerre d'Ukraine est en train d'avoir des conséquences bien plus graves que la guerre d'Ukraine elle-même. Elle est en train de provoquer des changements systémiques dans le monde entier, d'organiser des nouvelles relations, des nouveaux clivages qui vont être extrêmement compliqués pour l'Europe. Sur les BRICS, on le voit aussi. Bien sûr. Ce qui s'est passé en Afrique n'est pas non plus étranger. Vous savez ce qu'on a fait, nous, avec cette histoire, qu'on a mal gérée? On a fabriqué, d'abord, le cauchemar de Kissinger, c'était l'alliance sino-russe, c'est fait. Plus 2 cavaliers de l'apocalypse en plus, Corée du Nord et Iran. Donc maintenant, vous avez une alliance militaire entre la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. C'est-à-dire 4 puissances nucléaires qui sont résolument hostiles au modèle occidental et qui veulent le dominer, chacune à leur manière. Les Russes veulent redevenir la puissance dominante en Eurasie, les Chinois veulent dominer la planète. On a ça comme problème maintenant, à cause et autour de cette question qui était au départ extrêmement limitée, à savoir quel était le statut du Donbass et de la Crimée. Passionnant, mais enfin, pas de nature à changer la nature du... Eh ben si, on a changé la nature du système mondial. Et des relations internationales. Et donc je crois que c'est à ça qu'il faut se préparer. Et c'est pour ça que je dis que l'occasion là, du 80e anniversaire du débarquement, c'était l'occasion de réouvrir la négociation. Plutôt que de dire aux Russes, vous venez pas, on veut pas vous voir, on veut pas vous parler, c'est la guerre totale. C'était peut-être le moment de se dire, bon, comment est-ce qu'on peut rebâtir un système de sécurité en Europe et comment éviter qu'on reparte pour 50 ans de... Il y a la question ukrainienne aussi, parce que vous parliez de Nicolas Sarkozy. Dans un entretien au Figaro, il explique que l'Ukraine est un pont entre le monde slave et l'Europe, et que sa vocation est de maintenir ce lien entre 2 mondes qui ne se ressemblent pas, mais qui doivent coexister. Ça aussi, cette question de la position de l'Ukraine, de l'histoire aussi de l'Ukraine, avec une communauté russe importante, elle est niée systématiquement. Parce que personne ne la connaît. Les grands historiens de l'Ukraine dans les années 90-2000, comme Kapler, l'Autrichien, disait que l'Ukraine était un point blanc dans l'histoire de l'Europe. On s'en est pas intéressé. On s'en est pas intéressé ni après, au moment de la signature du traité de Versailles. Une délégation ukrainienne est venue, mais enfin personne l'a reçue. On s'en foutait. Pour les Occidentaux, il y avait que la Russie. C'était la petite Russie. C'est ce qu'on appelle ça, la petite Russie. Bon. Or l'Ukraine, c'est un pays très complexe, composé d'une partie occidentale qui est très proche de la Pologne, de l'Allemagne, du monde européen, et une autre à l'est qui a été colonisée par les Russes, prise de la Crimée par Catherine II, puis colonisation de ce qu'on appelle aujourd'hui le Donbass, industrialisée par les Russes. Donc vous avez cette division interne du pays qui a naturellement été gommée par la guerre, mais qui est très profonde. Et c'est pour ça que ça pouvait être... On aurait pu
trouver une sorte d'équilibre entre les deux mondes, mais ces occasions ont été ratées. À la fois par la mauvaise volonté des Russes, évidemment, qui voulaient garder la mainmise sur une zone d'influence dans leur ancienne République, et puis par notre incapacité à nous, occidentaux, d'avoir une stratégie et sur la Russie et sur l'Ukraine. Et c'est ce ratage qui est celui des 30 dernières années que nous payons aujourd'hui dans la guerre, et que ces malheureux qui meurent tous les jours payent dans la guerre. C'est terrible. Merci beaucoup Pierre Lelouch pour ces mots et ce témoignage sur l'Ukraine. On en reparlera sans doute à l'occasion de la sortie de votre livre à l'automne. Merci à vous. Merci. Dans un instant, c'est la culture dans tous ses états avec André Berkoff et Céline Alonso qui reçoivent aujourd'hui Annick Cogent pour son livre sur le D-Day, le débarquement, où 18 vétérans racontent leur histoire du débarquement heure par heure. À tout de suite sur Sud Radio.